Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a présenté son rapport du gouvernement lors des 2 sessions qui se déroulent actuellement à Beijing. Un rapport qui révèle un bilan positif de l'économie chinoise en 2017, ainsi qu'un plan de réforme détaillé pour les années à venir. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons analyser ce rapport. Et avant cela, je vous propose de regarder ce reportage avec notre journaliste Jiang Shiyi. Avancer vers une nouvelle ère. La saison politique de cette année en Chine connaîtra un changement de direction qui se produit une fois tous les 5 ans. C'est aussi le moment de passer en revue le travail du gouvernement depuis que Xi Jinping est devenu président en 2013. Dans le rapport de travail du gouvernement du Premier ministre Li Keqiang, l'économie est traitée en premier. Le nouvel objectif de croissance, environ 6,5%, c'est moins que la moyenne de 7,1% sur les 5 dernières années. C'est le même objectif que l'an dernier et le plus bas en une décennie. L'utilisation de l'adverbe environ signale qu'il est possible que le gouvernement ne parvienne pas à son objectif. Cela alors que les autorités prêtent plus d'attention à la qualité de la croissance plutôt qu'à de simples chiffres, comme réduire la pauvreté de 30 millions à 0, fournir un accès à Internet à tous et construire une société modérément prospère. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et en direct par Skype, nous serons aussi avec M. Denis Depou, directeur général Chine chez Roland Berger. Mais avant de commencer la discussion, j'ai le plaisir de recevoir ma confrère Clémence Azuelos. Bonjour. Vous étiez sur place à l'Assemblée nationale pour couvrir les 2 sessions sur place. Vous avez pu recueillir les avis des représentants après la présentation du rapport du gouvernement. Et pouvez-vous nous présenter les points clés du rapport du gouvernement de cette année? Bonjour Mazaling. Alors en premier lieu, il y a la croissance. La Chine a maintenu 6,9% de croissance en 2017, ce qui représente une légère baisse, mais n'empêche pas les 7,1% de croissance sur le dernier plan quinquennal et surtout une contribution à hauteur de 30% à la croissance mondiale. Ce qui importe au pays, c'est les moteurs de cette croissance qui ont changé avec une augmentation constante de la part des services et de la consommation dans la génération de cette croissance. Dans le même temps, le pays a vu en 2017 la création de plus de 13 millions d'emplois, 66 millions sur les 5 dernières années, ce qui assure au pays le quasi plein emploi. En second lieu, on a la priorité, la confirmation de la priorité donnée à l'innovation. La Chine se classe aujourd'hui 2e mondiale en termes d'investissement en recherche et développement. Le Premier ministre a distingué 3 types d'innovation. L'innovation dite majeure, type mission spatiale habitée, l'innovation dite quotidienne qui améliore le quotidien des Chinois avec la cyberéconomie et l'économie du partage par exemple, et l'innovation des entreprises. Il a alors rappelé qu'aujourd'hui en Chine, il se crée plus de 16 000 entreprises par jour et le pays tente de leur faciliter la vie avec notamment des déductions d'impôts. La dernière en date, c'est le remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires par la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, ce qui a représenté une différence de plus de 2 000 milliards de yuan. Merci Clémence, merci pour vos explications. Alors, on a vu que le point qui marque beaucoup d'esprit, c'est le Premier ministre a déclaré que la performance de l'économie chinoise était meilleure que prévu. Alors, pourtant, on se souvient encore des inquiétudes qui étaient générées, surtout après la Chine a annoncé une ère de nouvelle normalité de son économie, c'est-à-dire la fin de la croissance à grande vitesse. Donc, quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer cette performance économique en 2017, M. Ding? En fait, oui, quand on a constaté le début du ralentissement de la croissance, non seulement l'opinion publique internationale, mais aussi en Chine même, l'opinion publique se faisait un peu de soucis sur la perspective du développement. On pensait que ce ralentissement pourrait se prolonger et ça pourrait provoquer d'autres difficultés économiques telles que le ratio de dette ou de créances non performantes, etc., et qui pourraient causer d'autres problèmes sociaux, etc. Mais rien ne s'était vraiment passé. En fait, si on constate les statistiques de l'économie chinoise,
on a remarqué que finalement, il y a une évolution très positive de la structure de l'économie chinoise. C'est-à-dire de plus en plus, la consommation joue un rôle promoteur de la croissance. En fait, si on prend les 5 dernières années ensemble, eh bien, la contribution de la consommation à la croissance a été toujours supérieure de 50%. Cette contribution a augmenté de 53 jusqu'à 58% l'année dernière. Donc, ce qui montre que l'économie chinoise est très résiliente parce que nous avons le plus grand marché du monde. Et à partir du moment où les gens commencent à consommer, à dépenser de l'argent, etc., ça devient vraiment un moteur très important de la croissance. Alors, au niveau d'entreprise, Monsieur Depou, est-ce que cette performance économique a dépassé la prévision? Je crois qu'on a eu effectivement de bonnes surprises en 2017. Donc beaucoup d'entreprises ont eu en fait une croissance supérieure à ce qu'elles attendaient. À la fois les entreprises privées, aussi les entreprises publiques. Les profits des entreprises publiques, des entreprises d'État en Chine ont augmenté de près de 25% en 2017. J'ajouterais à ce qu'a dit le professeur Ding le fait que le marché de l'économie chinoise, c'est bien sûr la Chine avec la consommation, et ça c'est nouveau et ça augmente, mais ça reste le monde entier. La Chine est depuis 2009 le premier exportateur mondial, désormais assez loin devant les États-Unis, et lorsque l'économie mondiale se porte mieux, eh bien l'économie chinoise se porte mieux également. Et donc ce que l'on a vu l'année dernière, c'est aussi une économie chinoise tirée par l'économie mondiale, donc avec l'industrie chinoise qui exporte vers le reste du monde et qui exporte des produits dont la valeur augmente au fur et à mesure où le niveau de technologie, le niveau de valeur ajoutée des produits chinois augmente. Et donc on a eu une croissance assez soutenue dans le monde l'année dernière avec un peu plus de 3% et l'économie chinoise qui bénéficie de cette croissance mondiale. Est-ce qu'on peut être rassuré maintenant que finalement il y a une restructuration de l'économie chinoise? Est-ce qu'on a évité ce qu'on craint toujours comme un atterrissage dur ou bien dans l'autre sens le fameux piège de revenus intermédiaires, Monsieur Ding? En fait, oui, mais en Chine même, les économistes n'ont jamais eu vraiment très peur de ce qu'on appelle un atterrissage en dur de l'économie chinoise. C'est souvent un peu les analyses plus ou moins biaisées, souvent des médias ou surtout des économistes occidentaux. Si on regarde la restructuration économique de Chine, nous avons obtenu de résultats très positifs. Il y a d'abord la consommation soutenue par une amélioration constante de notre système de protection sociale, de notre système avec une amélioration du système de la retraite, du système d'assurance maladie, etc. Les gens n'ont plus à se soucier de ce genre de dépenses. Donc, ils dépensent beaucoup plus en consommation. La consommation prend un peu plus de place dans la croissance. Mais il y a aussi les innovations. Depuis ces dernières années, la Chine, non seulement le gouvernement, mais aussi les entreprises, les universités, tout le monde investit massivement dans la recherche et le développement. En termes de budget de dépenses en recherche et développement, la Chine se rattrape avec les États-Unis pour devenir aujourd'hui déjà le deuxième du monde. Et bientôt, en l'an 2020, la Chine dépassera les États-Unis pour devenir vraiment premier investisseur en recherche et développement. Et bien sûr, les investissements en recherche et développement a donné des résultats très positifs. Ce qui fait que les entreprises ont des profits plus importants par leur exportation ou par leur vente sur le marché chinois, parce que les entreprises chinoises offrent aujourd'hui des produits à valeur ajoutée plus importante, parce que ce sont des produits plus sophistiqués et de meilleure qualité, etc. Tout cela rend
disons, l'économie chinoise ou la croissance chinoise plus résiliente. Et je suis sûr que même si demain il y avait à nouveau une crise financière internationale, cette fois-ci l'économie chinoise aurait moins de soucis à se faire, elle aura plus de capacité de résister à ce choc extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Depoux, que maintenant on est rassuré pour la résilience de l'économie chinoise? Je partage totalement le point de vue selon lequel l'hypothèse d'un atterrissage dur est désormais complètement écartée. D'ailleurs, on est dans une économie planifiée. La planification, ça a beaucoup de vertus, en particulier celle d'éviter des atterrissages un peu brutaux. Donc je crois que ces analyses étaient effectivement assez biaisées. Le deuxième point, c'est que la consommation constitue un moteur très fort de croissance et il y a un réservoir très important de croissance. Aujourd'hui, les moteurs de la consommation, c'est d'abord l'urbanisation. Et on est loin en Chine d'avoir atteint les limites de l'urbanisation. Donc on a encore beaucoup de gens qui vont déménager dans les villes, qui vont voir leurs revenus augmenter, qui vont faire des investissements immobiliers, qui vont faire des investissements pour améliorer leur habitat. Et donc, ce qu'on appelle l'augmentation de la classe moyenne constitue un réservoir extraordinaire de consommation. Et on a plusieurs années devant nous avant d'arriver à des niveaux correspondant au niveau des pays les plus développés. L'autre chose, c'est que l'économie de la consommation en Chine, c'est beaucoup une économie d'offres. Donc il y a beaucoup de choses disponibles dans toutes les catégories de produits, de services. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de rotation, donc ce qui marche, marche, ce qui ne marche pas est remplacé par d'autres choses très vite. On le voit dans le tourisme, on le voit dans les services, on le voit dans la restauration. Donc on a un très grand dynamisme de ce marché, et c'est un marché qui est tiré par l'offre et bien sûr par une demande qui augmente continuellement du fait de cette urbanisation. La consommation est aussi très fortement poussée par le commerce électronique, qui rend beaucoup plus accessible, peut-être que dans beaucoup d'autres économies, des produits et des services, même lorsqu'ils sont fournis par des entreprises qui sont distantes. Donc il y a une capacité en Chine de petites entreprises à accéder au marché et potentiellement à devenir plus grosses en utilisant des plateformes de commerce électronique. Donc tout ça est très rassurant ou même très encourageant et vient se combiner avec ce que M. Ding expliquait, c'est-à-dire l'augmentation du revenu disponible pour la consommation du fait de la grande confiance que peuvent avoir les consommateurs dans le système, puisqu'ils peuvent se détourner de certaines dépenses qui auparavant étaient essentielles ou vitales. Il faut rester prudent. On a d'autres phénomènes qui peuvent jouer dans le sens inverse, et en particulier l'augmentation de l'écart entre les riches et les populations moins favorisées. Mais bien sûr, comme vous l'avez souligné, sortir de la pauvreté près de 70 millions de personnes sur les quelques dernières années, c'est un effort formidable et ça contribue aussi, même si c'est plus modeste, à la consommation. Alors, vous avez mentionné l'importance de la consommation. Je voudrais demander à M. Ding, est-ce que cette fois la consommation, on a vu dans la contribution de la consommation dans l'économie a dépassé le 50%, c'est du jamais vu dans l'histoire. Alors, pensez-vous que c'est un phénomène, une tendance durable ou un phénomène éphémère? M. Ding. Je pense que cela va continuer parce que, en fait, à relire plus attentivement le rapport du gouvernement et après avoir entendu les échos de la conférence de presse donnée par les responsables du secteur économique hier et avant-hier, mais on a l'impression que finalement le gouvernement va prendre des mesures pour encourager encore la contribution de la consommation à la croissance. Par exemple, le ministre de l'India, c'est le ministre de la Commission nationale de la réforme et du développement, a laissé entendre que cette année, en 2018, eh bien, l'objectif de la croissance, de la contribution de la croissance, de la consommation à la croissance serait supérieur à 60%, donc qui va dépasser la contribution de l'année dernière. Cela est basé sur des mesures concrètes, c'est-à-dire le gouvernement
va abaisser à nouveau le seuil de l'impôt sur le revenu personnel. Si bien que non seulement les personnes dont les revenus sont modestes sont exemptes de l'impôt, même les personnes qui ont un revenu moyen seraient aussi exemptes d'impôt personnel. Et en plus de ça, le gouvernement serait prêt à relever le niveau de la retraite. Donc la population âgées, donc les vieilles personnes, les personnes du 3e âge, auraient un peu plus de moyens de consommation, de pouvoir d'achat. Et tout cela seront des mesures qui vont encourager la consommation. Et je pense que puisque l'année dernière, la contribution de la consommation à la croissance était déjà à 58%, donc 60%, l'objectif sera assez facilement atteint. Alors, on a vu dans le rapport du gouvernement, le Premier ministre a déclaré vouloir lancer une révolution de la qualité sur les produits fabriqués en Chine. On sait que la Chine a longtemps été l'usine du monde. Donc, aujourd'hui, où en est-on précisément dans ce passage de fabriquer en Chine à innover en Chine? En fait, dans beaucoup de domaines, la Chine est en avance sur le monde. Dans le domaine de la télécommunication, par exemple, en fait, la Chine commence à faire des tests, des essais sur les technologies de la 5e génération. C'est pour cela que l'économie de partage est plus développée en Chine que dans d'autres parties du monde. Justement parce que cette forme de l'économie est en relation étroite avec l'avancement de technologies de télécommunication. Si vous allez au Japon, etc., vous allez être surpris que les Japonais n'utilisent pas beaucoup les moyens de paiement électronique, parce que leurs moyens de télécommunication étaient restés encore en 2e génération ou 3e génération, qui n'est pas bien approprié à ce genre de paiement électronique ou d'économie de partage. Et donc, dans ce domaine-là, nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Et dans d'autres domaines aussi. La Chine est en train de faire des progrès remarquables dans le domaine de la recherche fondamentale, qui aurait probablement des impacts énormes sur le monde d'ici peu de temps, parce qu'ils sont en train, par exemple, le progrès que nous avons réalisé dans le domaine de communication quantale, etc. Cela permet de réaliser des progrès encore plus énormes que ce que nous connaissons par la technologie de l'Internet d'aujourd'hui. Ce sera la technologie de l'Internet de demain. Et tout cela auront un avenir très brillant. Et quel est votre constat, M. Depoux? Des technologies chinoises qu'on retrouve maintenant dans le reste du monde, soit parce que le reste du monde copie les modèles qu'ils ont vus en Chine, soit parce que des entreprises chinoises commencent à exporter ces technologies ou ces modèles d'activité. Dans le domaine industriel, il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'était l'objectif du plan Made in China 2025, avec 10 secteurs prioritaires. La révolution, ça ne se fait pas en un jour dans ce domaine. Il faut des investissements, il faut remplacer des actifs de production existants, et donc tout l'appareil productif chinois est en train petit à petit de monter en gamme de façon à pouvoir servir des produits de meilleure qualité. Un moteur très fort de cette augmentation de qualité, c'est le marché chinois lui-même, avec des consommateurs chinois, mais aussi des entreprises chinoises, qui sont de plus en plus exigeantes et qui vont demander que d'autres entreprises chinoises, en fait, proposent des produits de meilleure qualité, des machines plus sophistiquées, et donc utilisent cette avance technologique également dans le domaine industriel. Ça va se faire petit à petit au rythme de renouvellement des investissements industriels en Chine. Parce que vous travaillez beaucoup avec les entreprises chinoises. En fait, quelle est votre compréhension des défis qui attendent ces entreprises si elles veulent réussir dans leur montée en gamme? Je crois que le premier défi, c'est les talents.
c'est le recrutement. Et dans beaucoup de discussions avec des entreprises chinoises avec lesquelles on travaille, que ce soit des entreprises privées ou des entreprises publiques, un des grands défis, c'est d'attirer de bons ingénieurs, de bons chercheurs, aussi de bons commerciaux, d'attirer des talents. C'est assez difficile, c'est plus facile dans les grandes villes, c'est un peu plus difficile dans les villes de taille moyenne, et c'est un des premiers défis, c'est une des premières choses qu'on entend lorsqu'on parle à nos interlocuteurs chinois, comment rendre assez attrayant ces entreprises, comment garder les gens aussi, parce qu'au fond, l'amélioration technologique, l'amélioration de la qualité, ça demande des gens qui, petit à petit, travaillent sur l'amélioration des process industriels, et du coup, le turnover, donc des gens qui partent tous les 2 ans pour changer d'entreprise, pour progresser, ça n'aide pas forcément à ce progrès. Donc le premier défi que nous voyons, c'est la recherche de talents. Le deuxième défi, c'est au fond l'accès à certaines technologies, soit en les développant soi-même, et on revient au sujet des talents, soit en les achetant, en contrôlant des entreprises étrangères, ou en achetant des entreprises étrangères, ou en prenant des participations. Et donc ça, c'est un deuxième défi, hein, c'est comment accéder à des marchés extérieurs, mais aussi à des technologies extérieures, comment accélérer en fait cette montée en gamme en prenant des raccourcis. Et un raccourci, c'est effectivement de chercher à acquérir des technologies qui peuvent être disponibles ailleurs. Donc on a un fort mouvement de recherche de cibles d'acquisition, des entreprises de taille importante, mais aussi des start-up, ou pour financer des start-up étrangères, soit s'implantant en Chine, soit directement dans des pays étrangers. Alors, effectivement, dans ce rapport du gouvernement, le Premier ministre a aussi avancé une série de mesures assez détaillées pour encourager l'innovation. Je vis de mesures à la fois aussi dans le domaine de capital humain, comme M. Depou vient d'évoquer, et aussi des capitals financiers et d'autres mesures. Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes et quelles sont vos attentes par rapport à des mesures d'encouragement? Je pense que le gouvernement est prêt à sortir des mesures pour essayer d'encourager encore les innovations technologiques, mais l'important c'est de les appliquer correctement. L'exécution. C'est ça, l'exécution de ces mesures sont importantes, mais quelquefois on n'est pas très satisfait du résultat de l'application de ces mesures, et il faudrait vraiment les surveiller. Et il faudrait que les officiers, les autorités locales aient suffisamment d'enthousiasme pour faire appliquer ces mesures. Et je partage l'analyse de M. Denis Debout en ce qui concerne l'attraction des génies, des talents, surtout des talents internationaux. Je pense que la Chine va s'ouvrir davantage à ces talents internationaux, parce qu'on ne peut que compter sur la ressource humaine chinoise. Mais quand une économie est en pleine expansion et que le développement technologique a de grands avenirs, etc., il faudrait attirer beaucoup plus de talents internationaux. Remarquez que dans le passé, lorsque les Américains ont commencé à développer leur technologie d'Internet, etc. Parce que lorsque l'Internet s'est développé, il n'y a pas autant de software, de logiciels pour utiliser cela. Et ils ont attiré beaucoup de talents dans le monde. Et on constate aussi un phénomène, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises chinoises technologiques assez réussites. Par exemple, cette fois, il y a le patron de la société Xiaomi qui a participé aussi aux deux sessions et qui a affirmé qu'une initiative comme Century Route allait permettre aux entreprises chinoises privées d'acquérir une stature internationale. Donc, quel est votre commentaire sur sa vision? Je pense que le patron Xiaomi a eu une vision internationale importante. De plus, Xiaomi a investi dans beaucoup de technologies. En fait, Xiaomi a investi non seulement dans le domaine de l'amélioration
des appareils de téléphone, mobiles, etc. Xiaomi a investi dans beaucoup de domaines et je pense qu'on a sous-estimé souvent la capacité d'innovation technologique de Xiaomi. Il paraît que dans un avenir pas très lointain, Xiaomi va sortir de nouveaux produits qui inonderont le monde. Donc, je pense qu'il a une bonne vision du développement de marché international et des sociétés comme Xiaomi et Huawei. Huawei aussi est une société déjà très internationalisée. Huawei utilise aussi des sources humaines, non seulement chinoises, mais aussi internationales. Il ne faut pas oublier que Huawei a créé des centres de recherche en France, à Boulogne, près de Paris, pour ce qu'on appelle un centre de recherche de mathématiques appliquées. Mais ici, Huawei a créé un autre centre de recherche sur le design en Côte d'Azur. Tout cela montre que les sociétés chinoises vont avancer petit à petit sur la scène internationale, vont travailler sur le marché international, mais aussi va essayer d'utiliser l'intelligence internationale pour le développement. La ceinture et la route, c'est cette idée de constituer un marché immense entre la Chine, l'Europe et l'Afrique, en investissant d'abord dans des infrastructures pour faciliter le commerce. Des infrastructures physiques, bien sûr, des ports, des routes, des voies de chemin de fer, et ça s'est déjà fortement développé, mais aussi des infrastructures contractuelles, c'est-à-dire en facilitant les échanges commerciaux entre ces pays. Donc bien sûr, pour des entreprises comme Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, des entreprises de biens de consommation, ce sont de nouveaux marchés qui deviennent plus facilement accessibles, à la fois d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue commercial, avec l'encouragement du commerce. Donc je crois en effet que la ceinture et la route, ça va attirer beaucoup d'entreprises privées qui vont bénéficier de ces investissements très forts dans le domaine des infrastructures. Alors, pour résumer très brièvement, le Premier ministre a affirmé que la Chine allait s'ouvrir davantage. Surtout, il a mentionné des secteurs sensibles comme le secteur financier. Donc, quelles sont les opportunités offertes par la Chine aux entreprises étrangères dans les années qui viennent? Très brièvement, monsieur Li. Je pense que, en fait, comme le marché de services et le marché de consommation en Chine est devenu le plus grand marché du monde. Je pense que ça présente certainement des attraits pour des entreprises étrangères. Et tout de même, l'ouverture est décidée, mais je pense que le processus d'ouverture est progressif. Parce qu'on n'espère pas qu'une ouverture brutale de ce marché financier, de ce marché de services, provoque en Chine une espèce de cycle de boom and crash, c'est-à-dire de prospérité soudaine et puis de l'effondrement du marché. Il faut faire attention un peu à ce genre de choses. Monsieur Depou, très brièvement. Oui, je crois le mouvement d'ouverture de secteur de l'économie chinoise aux entreprises étrangères, vu des entreprises étrangères, vu des nations étrangères, il n'est jamais assez rapide, mais on peut se féliciter lorsqu'il accélère, et en ce moment, effectivement, il accélère, on le voit dans le domaine des services financiers en particulier. Je crois que c'est bon, bien sûr, pour les entreprises étrangères, c'est aussi bon pour l'économie chinoise, parce que ça amène plus de concurrence, plus d'innovation, puisque au fond, quand les entreprises doivent se battre pour un marché, elles innovent, elles trouvent de nouvelles idées, et donc au fond je pense que le mouvement est mutuellement bénéficiaire à la fois pour les entreprises étrangères et pour les entreprises chinoises. Alors je vous remercie Monsieur Depou d'avoir été avec nous par Skype, et je vous remercie Monsieur Ding, merci à tous les deux d'avoir participé à notre discussion. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.